Let me start with the first question by Info TV. How does CRM intends to change the dynamic? First and foremost, I would like to praise the lady because the question assumed that we are looked at as a political party that could come to power. And for that, we are really, we do appreciate, because indeed, we work day and night to achieve that goal. And should we be in position to rule the country tomorrow, the first thing to do is to apply to make the institution functioning. Of course, we can go back as far as the building of the road themselves. We should build a road that offers more security to Cameroonians and to the users. That's the first point. When you build a road throughout a cliff, you don't build it the same way as at a different place. So this is the first point. And secondly, you have probably noticed that I've launched an appeal to some of the members of the government, specifically. With all due respect, we do think that if the government itself has created a directorate in charge of the protection of civilians, it means that we can anticipate this type of situation. And even if we cannot, when that occurred, we should act as people who are prepared to solve the problem when it appears. What do I mean by that? I have said it both in French and English that the first thing to do was to make sure that they stop the traffic from Douala or Bafang going to that cliff, and from Chang going to that cliff, and thirdly from Sancho going to the cliff. Because after the first landslide, it was a kind of warning at 11 o'clock a.m. It means that after that first landslide, they should have cut off the traffic on that road. We would have spared the lives of those who are now, under the ground. So that's the first point. Make the institution play their own role. Civil protection. Why should we be seeing Cameroonian there with just the hose and so on, trying, to unveil people who are under the ground? Where is the civil protection as such? People who are there now are exposing their own lives because there could be a new landslide there. So that's the first point. The second is that all the provision, meaning in the budget, dedicated to this type of situation should be used properly to face the situation, and that has not occurred. Not only for the Chang Cliff, but also, as you have seen, you have witnessed it with landslide here in Yaoundé, Mont Bankolo. I was looking at finding the name, and to some extent even with the floods in the far north. And look at the traffic accidents. So let us take our responsibilities seriously. When you are appointed minister, when you are appointed as the head of a directorate, you should act as somebody responsible. And we suffer severely in our country for the lack of accountability. Because, every time people will pass, they will pass up, they will die in traffic accidents or landslide or any other event. Look at, for instance, the accident in Izeka in 2016. Okay, people will cry for some few days, and now afterwards, we never say who is
responsible of what happened? Who is accountable of what happened? And that's why it goes on repeating and repeating and repeating again, because there is no accountability. So, to sum up what I've said, we'll make the institution functioning. We will have an early warning. I should have started with the building of roads or infrastructure, was really adapted to the land, to the field, to the terrain. Secondly, make the institution functioning and play fully their own role. Thirdly, make people accountable when this type of situation occurred and they cannot face it properly. The second question, la deuxième question est, je crois, de RFI, si j'ai bien compris. En fait, c'est une série de questions, il y en a 3. Est-ce que nous avons des détails sur le nombre des victimes? Non. À part le chiffre officiel, ou en tout cas donné par certains responsables publics, de 4 personnes décédées, au moment où je vous parle, je suis dans l'incapacité de vous dire s'il y a d'autres morts, si on en a trouvé de nouveaux, et combien sont-ils. Mais, fort des informations que nous avons pu recevoir de ceux qui ont approché la zone, mais aussi à la lumière de ce que nous avons vu, des vidéos qui ont pu être tournées, alors même que l'événement se produisait encore, ou bien peu après les événements, il apparaît très clairement qu'il y a des véhicules transportant des passagers ou des véhicules utilitaires ont été engloutis dans ce glissement de terrain et n'ont pas été dégagés. Cela va sans dire donc que le chiffre actuel ne peut être que provisoire et que nous devons nous attendre très certainement à d'autres victimes, à ce que l'on nous annonce d'autres morts. Sait-on ce que les populations attendent? Nous ne pouvons pas dire qu'on aurait dû empêcher les populations qui ne sont pas les experts de la protection civile d'aller sur les lieux et envoyer nos propres militants sur les lieux. Donc nous n'avons pas, le MRC n'a pas envoyé des militants sur les lieux. Peut-être que certains de nos militants ont pris sur eux d'aller sur les lieux, mais nous ne les avons pas identifiés. Par conséquent, je ne peux pas vous dire qu'on a interrogé les populations, mais ce que nous pouvons dire, quand une telle situation se produit, quand une telle catastrophe arrive, naturellement les populations attendent des secours. C'est leur première attente. Elles veulent être secourues, c'est-à-dire que nous sommes en plus en Afrique, notre culture, notre civilisation multimillénaire attache beaucoup de prix au corps des personnes décédées, des personnes qui nous sont chères, qui ont perdu leur vie. Donc les personnes qui ont perdu, les familles qui ont perdu des proches, très certainement aimeraient pouvoir retrouver leur corps. Les personnes survivantes aimeraient une prise en charge. Et cette prise en charge dans notre pays doit commencer à être un peu plus étendue que cette seule assistance matérielle et financière urgente qu'on apporte. Les populations qui sont victimes ou dont des membres de la famille sont victimes, les survivants souffrent de traumatismes multiples qui généralement ne sont pas pris en charge. Je crois qu'il faut aussi que dans notre pays, nous commencions à songer vraiment à des prises en charge psychologiques. Imaginez quelqu'un qui a été enseveli et que par miracle, on l'exhume, c'est-à-dire qu'on le sorte de terre. Vous pensez que psychologiquement, il peut vivre normalement? C'est quelque chose qui ne s'exprime pas toujours, mais qui se manifeste de diverses manières. Donc je pense, premièrement, que les populations ont besoin de secours d'urgence, que les équipes du ministère de l'administration territoriale, ou en tout cas tous ceux qui sont équipés pour apporter secours dans une telle situation, justement aillent sur les lieux pour déterrer ceux qui ont été ensevelis. Et je crains que les chiffres soient infiniment plus élevés que ce qu'on nous a annoncé pour l'instant, puisque si, comme il a été dit, il y a des cars de transport de passagers, qui ont été engloutis, c'est en dizaines, donc il faudra peut-être compter les morts. Mais pour l'instant, moi je ne peux avancer aucun chiffre en dehors de celui qu'on a annoncé officiellement, c'est-à-dire les 4 morts.
Deuxièmement, ces populations ont besoin d'une assistance matérielle et financière, même parfois pour enterrer leurs morts. Et troisièmement, j'y ajoute, parce que ça n'est pas le cas, ni pour la catastrophe de la falaise de Tchang, ni pour aucune autre catastrophe dans notre pays, il faudrait que le gouvernement mette en place une prise en charge psychologique de tous ceux qui sont confrontés à de telles catastrophes. Même parfois des accidents de circulation. Prenons l'accident de Komben, de la route Yaoundé-Sambelima. Il n'y a pas eu moins de 12 morts. Mais si on était dans ce cas-là, avec des voisins qui sont morts, parfois dépiécés, et qu'on s'en sort, vous croyez que psychologiquement on n'est pas ébranlé, qu'on n'a pas besoin d'un suivi, ne serait-ce que pendant un moment? Donc nous devons mettre en place un dispositif dans notre pays, des dispositifs d'ailleurs dans notre pays, au niveau des différentes régions, voire au niveau des départements, en tout cas des formations hospitalières, pour qu'il y ait une prise, qui servent à des prises en charge psychologiques de ceux qui sont confrontés à de tels traumatismes. Troisième question, êtes-vous surpris par le manque de réactivité des dirigeants? Oui, on est toujours surpris. Même quand on est habitué à leur inaction, on est toujours surpris quand même par ce manque de compassion, cette insensibilité face à la tragédie humaine. Qu'est-ce que c'est que gouverner un pays? On ne demande pas aux gens de faire des miracles, mais de montrer au moins leur compassion, de montrer leur amour vers ce pays, vers ce peuple que l'on invoque à tout bout de champ. Ce n'est pas trop demandé. Que l'on dise que le chef de l'État ne peut même pas aller sur les lieux, je peux comprendre. Mais il peut s'exprimer en 2 ou 3 minutes pour essuyer les larmes. Je vous ai cité un ensemble de situations où l'on s'attendait à ce qu'il s'exprime, qu'il exprime sa compassion, sa sensibilité, son attachement, son empathie. Ça n'est jamais arrivé. C'est peut-être son tempérament, son modèle de gouvernement, mais que l'on me pardonne de dire quand même que c'est difficile à comprendre. Et donc, oui, on est surpris, même si on y est habitué. Et on sera toujours surpris. Parce qu'on se dit que, oui, mais enfin, il y aura une situation où il sortira effectivement de ce silence ou de cet enfermement pour exprimer par lui-même. Et non pas par tel ou tel ministre qui peut prendre sur lui de nous dire ce que le président de la République a prescrit, alors qu'on sait parfaitement qu'il sait qu'il ne tient pas ça du président de la République, mais peu importe. Je pense que ce ne serait pas mauvais que de temps en temps, sur des situations comme celle-là, face à la détresse humaine, face à la tragédie, on entende le président de la République du Cameroun. Pour la première question donc, prévoyez-vous descendre sur le terrain? Pas dans l'immédiat, parce que je ne recommande à personne d'autre que les professionnels de la protection civile d'aller sur le terrain à l'heure actuelle, parce que c'est encore dangereux. Vous savez, non seulement parce qu'il y a encore des pluies, mais parce que la situation n'est pas stabilisée. Je serais irresponsable si je demandais aux gens d'y aller, ou si moi-même je me précipitais sur les lieux. Parce que je serais à ce moment-là tout à fait en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Donc, nous ne pouvons pas envisager d'aller sur les lieux dans l'immédiat. Mais lorsque les pouvoirs publics auront, je l'espère, fait leur travail pour stabiliser le terrain, pour sécuriser les lieux, à ce moment-là, nous envisagerons. Est-ce qu'il faudra aller sur le terrain, même peut-être en pèlerinage alors, juste pour voir, parce qu'à ce moment-là, probablement, il n'y aura plus grand monde. Mais peut-être, si on identifie quelques familles qui ont été victimes, d'aller leur porter notre compassion, comme nous l'avons fait au Mont Bankolo, en son temps, comme nous l'avons fait en Gouaché, en son temps, comme nous avions voulu le faire dans d'autres régions du pays, on ne nous l'a pas permis, mais nous, je vais dire nous-mêmes personnellement, mais nos amis politiques, c'est-à-dire les membres de notre parti politique, ont été auprès des populations dans cette région-là, notamment l'extrême nord, pour leur apporter notre parole de compassion et notre geste, fut-il symbolique,
justement de solidarité. Donc voilà ce que je peux vous dire au moment où nous tenons cette conférence de presse. Et encore une fois, j'exhorte les populations à suivre ce que les autorités vont dire à cet égard et de ne pas se précipiter sur les lieux parce qu'elles peuvent exposer leur propre vie. Tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est exhorter les pouvoirs publics à jouer pleinement leur rôle dans une telle situation de détresse, à montrer justement qu'ils sont des êtres humains et qu'ils ne sont pas indifférents à ce qui arrive à leurs compatriotes. En bref, comment envisageons-nous faire pression sur le gouvernement? Est-ce qu'il faut faire pression sur le gouvernement? Cette conférence de presse a deux objectifs. Le premier, c'est précisément d'alerter le gouvernement lui-même sur son rôle. D'alerter le gouvernement, j'allais dire, sur les attentes des Camerounais, pas seulement des Camerounais qui sont victimes sur les lieux, mais de tout Camerounais partout ailleurs qui veut sentir que dans son pays, ceux qui gouvernent le pays sont attentifs à ce qui leur arrive, au drame auquel ils peuvent faire face. Donc ça, c'est cela. Le deuxième message, c'est en direction des populations. C'est de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne pouvons peut-être pas beaucoup. Nous aurions même pu faire des choses. Mais nous ne pouvons pas le faire dans une sorte de concurrence ou compétition avec le gouvernement. Nous ne pouvons pas le faire contre les instructions gouvernementales. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le désordre, le chaos. Si c'était possible, et si le terrain n'était pas incertain, nous irions sur place. Et croyez-moi, le MRC a montré en diverses occasions et que sans même bénéficier de financement public, sans avoir des moyens colossaux, il est toujours auprès des populations. La solidarité est le cinquième pilier. Le cinquième pilier des 5 piliers du MRC. Et chez nous, ce n'est pas un vain mot. Nous voulons avoir la direction de ce pays parce que nous aimons les Camerounais. Ils le savent. Et nous ne le disons pas à l'occasion des drames. Nous ne le disons pas à l'occasion de la tragédie de la falaise de Sanchou. Je leur dis chaque fois que j'en ai l'occasion, et depuis 12 ans que je suis dans la politique, j'allais dire militante, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas chercher à les diriger. C'est parce que vous aimez les gens. Et aimer les gens, c'est comme je l'ai dit, c'est pas leur envoyer même pas des sacs de riz ou de l'assistance matérielle financière. C'est de montrer qu'on est là. On n'a pas toujours les moyens de régler tous vos problèmes, mais on est là à vos côtés. On est là pour vous, jour et nuit. C'est ça le sens de la direction, de l'engagement politique. Si nous aussi, nous sommes à la conquête du pouvoir pour demain simplement faire ce que les autres ont fait, c'est-à-dire se dire ok, poussez-vous, maintenant nous allons nous installer aussi pour jouir des facilités de la République et des avantages, ça ne sert à rien. Moi je veux être là pour les Camerounais, tous les Camerounais, jour et nuit, chaque fois que c'est possible. Personne ne fera le miracle, mais nous ferons ce qui est humainement possible. Et c'est ce que attendent les Camerounais. Quand vous avez un deuil dans la famille, quand vous attendez, quand vous pleurez fort, c'est pour que les membres de la famille, parfois les voisins viennent essuyer vos larmes. Ce n'est pas pour qu'ils ressuscitent les morts. Les gens veulent savoir qu'on est avec eux. Voilà. Je vous remercie. La pratique, que ce soit journaliste qui pose des questions, c'est citoyen camerounais. Je vous interpelle parce que votre propos introductif m'a profondément touché parce que vous avez dit que l'urgence du changement n'est pas seulement démocratique, c'est une question existentielle. Et quand nous voyons ce qui arrive comme catastrophe, c'est un ensemble d'impasses politiques que nous vivons. Et cette impasse vient du fait qu'on a déshumanisé la politique. La Constitution du Cameroun est là pour protéger les droits fondamentaux des citoyens. Donc ça touche aux questions existentielles. Je suis citoyen camerounais. Je pense que quand il y a des situations pareilles, nous avons
des outils juridiques qui permettent, notamment l'article 148 du Code pénal, pour refus d'un service. La loi est claire à ce sujet. Un fonctionnaire qui n'a pas rempli sa mission est passible de poursuite judiciaire si on en a des preuves. J'ai personnellement fait l'expérience, depuis 9 mois aujourd'hui, d'avoir porté plainte à 28 ministres, 28, concernant le scandale COVID-19 pour violation de mon droit à l'information de la gestion publique, conformément à un droit constitutionnel et à la loi portant pour la transparence et la bonne gouvernance. L'affaire a délibéré à la Cour d'appel le 21 novembre. Et je vous interpelle, vous qui avez mis en œuvre ce nouveau code de procédure pénale qui oblige le citoyen, lorsqu'il a connaissance d'une infraction, à le dénoncer devant le procureur de la République. À ce sujet, j'ai lancé une dynamique rallye qui consiste à mobiliser tous les citoyens camerounais à dénoncer ce scandale conformément à la loi pour qu'on fasse pression sur l'appareil judiciaire. Parce que pour nous, l'appareil judiciaire est le seul dans l'organisation d'une nation à pouvoir réguler les questions de responsabilité collective. C'est pour ça que nous pensons que, Monsieur le Président, je vous ai invité à dénoncer, à ce que nos militants le fassent en tant que citoyens. J'ai apporté ici un communiqué que j'ai rendu public, invitant tous les leaders politiques, y compris le chef de l'État, que j'estime être en incapacité de gérer le Cameroun parce que nous sommes en vacances de fête liées à ce scandale Covid, parce que j'ai dû adresser la correspondance disant que j'ai déposé une plainte contre ces ministres, je n'ai pas eu de suite. Depuis cette correspondance date de décembre 2023 et nous sommes aujourd'hui en novembre 2024. Alors, c'est une vacance de fête. J'ai adressé à l'Assemblée nationale une correspondance au président de l'Assemblée nationale lui demandant de saisir le Conseil constitutionnel pour ouvrir la vacance de la présidente de la République pour empêchement définitif. Je souhaiterais donc que les citoyens camerounais qui sont dans cette salle, qui ont un souci, un amour pour leur pays, pour leur progéniture, de pouvoir donc s'engager dans cette dynamique de dénonciation collective. Si nous sommes en millions, on fait pression sur l'appareil judiciaire. Merci. On peut avancer pour le pays. Merci. Merci. Parce que le MRC, ni ses militants, n'ont le monopole de l'indignation et des procédures judiciaires. Je prends bonne note de ce que, effectivement, il y a d'autres citoyens camerounais très attentifs, alertés et très attentifs à ce qui se passe dans notre pays. Et il me semble que si la sensibilisation qui, manifestement, est une des approches que vous avez retenues, sensibilisation des citoyens camerounais sur les possibilités que leur offre la législation nationale, et notamment la législation pénale, pour interpeller leur gouvernement. Je ne peux que me réjouir justement que cette sensibilisation ait lieu et se poursuive, parce que seuls des citoyens bien informés, bien éclairés, peuvent formuler des exigences pertinentes à l'endroit de leurs dirigeants. Sinon, après, on devient simplement des suiveurs. Et je pense que ce que vous faites, sans doute, contribuera d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la gestion des affaires publiques dans notre pays. Vous savez, nous-mêmes au MRC, on a plusieurs procédures judiciaires, sans doute comme vous le savez. Nous en avons plusieurs. Mais nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Nous sommes un grand pays, tout est relatif, mais nous sommes pas si petits que cela, avec 30 millions, sinon plus d'habitants. Même si à côté de notre voisin qui a peut-être 220, 240, on peut dire que nous sommes petits, mais nous sommes un grand pays en proportion en Afrique, en de population. Et donc, que les uns et les autres jouent leur rôle, comme je le dis souvent, chacun est dans son couloir. Vous comprenez que lorsque nous engageons même des procédures
c'est une activité connexe ou annexe à nos activités principales, celle d'un parti politique, qui est de sensibiliser sur le plan civique, sur le plan de la citoyenneté, les populations pour qu'elles s'organisent. Parce que le changement au Cameroun sera obtenu par la conjonction de toutes les actions que nous pouvons mener ensemble. Et nous sommes sur le créneau politique. Demain, lorsque il sera possible, par exemple, de faire des élections législatives et municipales, nous compétirons pour avoir des élus. Mais ceux qui ont choisi la formule associative ne pourront pas présenter des élus. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que les créneaux sont différents. Mais même étant dans notre créneau, lorsque c'est nécessaire, nous portons plainte. Il ne vous a pas échappé que nous avons été le premier dans ce pays à saisir le président de l'Assemblée nationale. Parce que vous ne pouvez pas saisir directement le Conseil constitutionnel. Il y a que le président de l'Assemblée nationale où les trois cas, où il faut un quart de députés, un tiers de députés à l'Assemblée nationale, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir que de dire Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, parce que de toute façon, les députés en question, même s'ils veulent saisir le Conseil constitutionnel, ils devront passer par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons saisi le Président de l'Assemblée nationale, on a eu droit à tous les volets de bois vert, à toutes les insultes, à tout ce que vous avez pu imaginer, comme si c'est nous qui avions rédigé les textes. Donc, voilà un pays qui se donne de textes, mais quand vous invoquez ces textes, ça devient un problème pour certains. Mais nous avons dit non. Si le Président de la République disparaît, on ne le voit plus. Pendant un mois, on ne le voit pas. On se plaint, on ne le voit pas. Le peuple camerounais était dans la détresse totale. C'était au début du Covid. Et où nous voyons dans le monde entier une mobilisation jusqu'aux États-Unis, en Europe, ici, dans tous les pays africains, au Sénégal, ailleurs, tous les chefs d'État se mobilisaient pour essayer de trouver des solutions à ce problème par rapport à leur population. On ne voyait pas le nôtre. Si nous n'étions pas dans le respect des institutions et la hiérarchie, est-ce que nous nous serions plaints? Non, on se plaint parce qu'on veut que notre président de la République agisse comme président de la République, qu'il exerce ses fonctions au terme de la Constitution. Donc, faute de le voir, nous avons saisi donc l'un des organes qui peuvent le saisir, et bon, c'est devenu une histoire. Donc, nous l'avons fait. Mais nous, comme vous l'avez, et vous êtes très bien informé, comme notre ami de Horizon tout à l'heure, nous avons saisi le tribunal de première instance du Fundi sur le cas justement de violation par un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel, des dispositions de la loi constitutionnelle. Mais ce sont les énièmes plaintes que nous portons. Ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas toujours. Nous respectons. Le temps de la justice n'est pas le temps dans notre temps, ce n'est pas le temps du citoyen. On est peut-être pressé. Mais il y a quand même, nous avons vu des situations où des gens ont pu obtenir gain de cause dans une procédure en 3 mois. Nous aimerions que ça se reproduise au moins de temps en temps lorsque nos propres procédures sont concernées. Voilà. Donc nous faisons ces procédures-là. Maintenant, s'il y a d'autres procédures, les citoyens camerounais, peut-être en les sensibilisant comme vous le faites, notamment avec l'article 148 du Code pénal, mais il y a plein d'autres dispositions du Code pénal. Mais que les Camerounais comprendront enfin un jour que, effectivement, si on dit qu'on est un État de droit, il y a suffisamment de dispositions dans la législation nationale qui permettent de contraindre les hauts fonctionnaires de l'État à exécuter les missions qui leur sont confiées. Mais croyez-moi, l'État de droit reste quand même un idéal au Cameroun. C'est-à-dire un idéal vers lequel on tend. On le cherche encore, on en est encore loin. Parce que malheureusement, la justice, qui est le cœur de l'état de droit, parce que la justice, en fait, c'est l'instance qui arbitre entre les prétentions des citoyens et des institutions, y compris de l'État même. Parce que dans l'état de droit, l'État lui-même est un sujet de droit. Et donc, il doit respecter la loi. C'est même lui qui doit donner l'exemple. Donc, il peut être poursuivi. Au Cameroun, on n'a pas en tout cas intégré ça, mon cher compatriote. Et donc, c'est à cela qu'il faut amener les Camerounais. Donc, lorsque la justice elle-même jouera pleinement son rôle, croyez-moi, les choses iront nettement mieux dans ce pays. Vous savez, la démocratie, et je le dis avec beaucoup de plaisir devant la presse, la démocratie ne fonctionne pleinement que lorsque la presse joue pleinement son rôle.
Parce que la presse, les médias, ce sont les donneurs d'alerte. On dit maintenant qu'il y a comment sur les réseaux sociaux, machin, ceux qui disent qu'ils sont voilà, les lanceurs d'alerte, merci. Non, ça c'est les lanceurs souvent de toutes sortes de nouvelles, certaines de fake news, certaines de mensonges. Mais traditionnellement, la presse, les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'à côté de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, il y a le pouvoir de la presse. Et on a vu dans les pays où l'état de droit fonctionne effectivement que la presse a dans diverses circonstances permis que la donne change. Je ne vais pas ici prolonger cet échange. Tout le monde sait que les démocrates, c'était les républicains avec Nixon. C'était le scandale de Watergate. C'est la presse qui a révélé le scandale. Et ça a fait tomber un gouvernement, n'est-ce pas? Et il y a plein de cas comme ça dans d'autres pays. Donc, les médias, vous ne devez pas être simplement des suiveurs. Vous avez vraiment votre propre partition. Parce qu'on a l'impression que, quand vous venez même vers nous, qui sommes engagés dans les partis politiques, vous dites, oh, vous faites quoi? Oh, machin. Mais moi aussi, je peux vous demander, vous, la presse là, vous faites quoi? Parce qu'il y a aussi, nous avons aussi des attentes vis-à-vis de vous, que vous jouiez pleinement votre partition. Le Cameroun ne va pas changer si vous ne jouez pas votre partition. Si vous connaissez la vérité et vous dites le mensonge, parce que ça vous accommode, parce que quelqu'un vous a mis un peu à l'aise. Oui, si vous ne le faites pas, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des miracles. Vous passez votre temps à insulter les femmes, je le dis, j'utilise le mot insulter parce que c'est le cas. Les hommes et les femmes politiques, oh ils font même quoi, oh machin. Mais est-ce qu'à partir du moment où vous êtes derrière votre caméra ou bien dans une salle de presse, ça change votre qualité de citoyen? Pour que subitement, ça ne devienne seulement l'affaire des autres? Non. Si je termine par là. Ce qui me frappe souvent par rapport à certains hommes et femmes de médias, c'est qu'ils vont jusqu'à vous demander, bon, ok, vous-même vous avez fait quoi, on a vu. Mais est-ce que je dirige alors? Donc vous voulez me mettre en concurrence avec quelqu'un qui dirige ça, donc qui a tous les leviers du pouvoir. Donc qui peut nommer les gens, qui a le budget de l'État, qui a tout. Et vous me demandez, tu as fait quoi, on a vu. J'ai fait ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans ma position, on a vu. Merci. Merci beaucoup. Les membres du directoire, la presse, et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci, Excellence. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à la presse. Je vous remercie beaucoup. Merci.